Bienvenue dans ce nouveau podcast de selfdefensenantes.com. On se retrouve juste avant la rentrée pour échanger autour des multiples disciplines de combat qui vous sont proposées aujourd'hui. Il est parfois difficile de savoir vers quoi s'orienter pour en pratiquer une qui nous correspond vraiment. Si nous vous conseillons avant tout de les tester pour vous faire une idée, on vous propose un petit tour d'horizon des disciplines les plus mises en avant pour que vous puissiez vous faire une idée de ce qui vous attend dans les cours. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec votre sifu Johan et Karl Mansuy qui, comme vous allez le voir, est un expert dans différentes disciplines de sport de combat et d'arts martiaux. Je vous laisse avec notre conversation. Karl, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Ouais, pas de souci. Donc, Karl, je suis actuellement un des instructeurs de l'association Mixed Fighting Spirit sur Vertou, qui enseigne le MMA et différents arts martiaux. Et sinon, sur le côté professionnel, je suis instructeur pour les forces de police. C'est-à-dire que j'ai un des avantages, un des atouts que je peux avoir, c'est que je peux mettre en pratique ce que j'enseigne. Et ce qui me permet aussi de faire le tri. D'accord, tu fais ça depuis combien de temps ? Le côté pro ou le côté associatif ? Bon, les deux. Les deux. Alors les assos, je dois enseigner depuis 2009 à peu près. Okay. Ouais, 2009. Et puis le côté pro, ça fait 20 ans. Ok. Est-ce que tu saurais me dire, c'est quoi la plus grosse différence qu'il y a entre enseigner à des pros et enseigner à des particuliers ? Il y en a qui payent pour l'enseignement, il y en a qui sont payés. D'accord. C'est pas la même. C'est pas pareil. C'est pas la même motivation. Non, Après, la différence se fait beaucoup au niveau du cadre légal, c'est-à-dire que Yes. les fonctionnaires de police sont armés, donc ils ont un cadre légal qui les régit et qui leur permet d'agir d'une certaine façon. Mm-hmm. Alors que le civil, lui, il n'est pas armé, donc il va respecter la légitime défense dans tous ses critères. Ouais, ok, c'est intéressant. Excuse-moi, et Karl, il me semblait aussi qu'il y avait, quand tu fais de la self-défense pour des forces de l'ordre, qu'il y avait beaucoup de choses que tu n'avais pas le droit de faire. Et par exemple, certaines percussions, tu dois donner des coups de paume ou des choses comme ça, non ? C'est pas ça ? Alors, ça a évolué avec les années. C'est-à-dire qu'avant, on avait un cadre technique, on va dire, qui était très réglementé. C'est-à-dire que ça datait des années 60, c'est vieux, pourtant en 2020, mais ça datait des années 60 et on demandait aux fonctionnaires de faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Alors du coup, c'était ça nous bloquait dans pas mal de choses. Mais aujourd'hui, le cadre s'est étendu et on va dire que en termes de percussion, quasiment tout est autorisé tant que ça reste dans le cadre légal, c'est-à-dire le cadre de la légitime défense. Si on respecte la proportionnalité, l'instantanéité. C'est le même cadre en fait que tout un chacun, qu'un civil. Ouais, affirmatif. C'est les mêmes règles. D'accord. On est régi, nous, par la même règle, qui est la légitime défense. Après, on rajoute à ça certains points plus particuliers du cadre légal de par l'usage de nos armes. C'est-à-dire que nos armes nous amènent à pouvoir les utiliser dans certaines situations. Et du coup, là, c'est un cadre légal un petit peu différent. Mais ça reste quand même sous l'égide principalement de la légitime défense. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire de police, dès qu'il va utiliser une arme, qu'elle soit ce qu'on appelle nous des armes intermédiaires, à létalité réduite, ou une arme à létale, il va être régi par la légitime défense avant tout. Ok. Et ça fait partie de ce que tu leur apprends, toi ? Enfin, ça fait partie de ton enseignement ? Ou ils le savent déjà et... Non, tout ça, c'est enseigné directement dans les écoles de formation de police. Ouais, ok. Donc voilà. Après, nous, on a deux types de formation chez nous. On a ce qu'on appelle la formation initiale, qui est dans l'école de police, où on apprend les bases du métier aux fonctionnaires. Et puis, on a la formation continue, c'est-à-dire que le fonctionnaire, il doit constamment se recycler dans sa technicité, qui évolue au fur et à mesure des années. Et puis, qui évolue aussi au niveau légal, puisque nous sommes régis quand même par des textes. Même si la légitime défense est là et que celle-là, elle est un peu complexe, mais c'est le principal texte qui nous régit. Nous, en technicité, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'avant, on avait le droit de faire certaines choses dans certaines situations. Aujourd'hui, ça a changé. Le champ est plus ouvert au niveau des applications. Ouais, ok, ça marche. Bon, très bien. C'était intéressant de parler de ça. Du coup, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par... Karl, c'est quoi, selon toi, la grosse différence entre un art martial et un sport de combat ? Eh bien, l'art martial, à l'origine, c'est un art qui est dédié à la défense de soi, on va dire. Et il n'y a pas de règles dans la défense. Alors que le sport de combat, lui, c'est un cadre sportif. Donc, il y a des règles à respecter.
en fonction des différentes disciplines. Certaines ont le droit de servir des poings, d'autres que des pieds, d'autres que des coudes. Voilà, c'est très cadré un sport de combat. Donc il y a un arbitre, il y a des catégories de poids, voilà. Donc ça a rien à voir avec la self-défense. Et encore moins avec un art martial qui à l'origine a été créé, quel que soit le pays d'origine, pour être un art qui permet aux gens de se défendre. Bon, bah, écoute, je crois que jusque-là, on est d'accord avec Johan. Ouais. Oui, Si, hein. tout à fait. Ok, ça marche. Du coup, dans la deuxième partie, on va parler un peu plus des disciplines, puisque c'est ça qui intéresse les gens, de voir un petit peu vers quoi ils peuvent se diriger. Moi, je vous propose qu'on commence par les disciplines qu'on connaît. Je vais te donner la parole, Ouais, Johan, pour que tu nous parles un petit peu du Wing Chun et de l'objectif, disons, du Wing Chun, et de pourquoi est-ce que les gens devraient pratiquer cet art martial, du coup. Oui, alors le Wing Chun, c'est un art martial, donc on a le droit de faire tout. Hein, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de règle, puisque c'est, comme l'a dit Karl, l'objectif c'est soit de se défendre, soit d'attaquer, mais plus particulièrement de se défendre. Et la particularité du Wing Chun, c'est la distance courte. C'est-à-dire qu'on a une stratégie. La stratégie, c'est lorsque l'adversaire est proche, de taper, enfin de frapper, de donner des percussions d'une certaine manière afin de le mettre en déroute. Et comme on s'entraîne beaucoup à cette distance, on est meilleur que la plupart des pratiquants qui ne connaissent pas cette distance. Donc lors d'une agression, c'est très surprenant, très rapide. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, c'est ça, c'est vraiment le combat à courte distance. Ok. Pour ce qui est du MMA, du coup, Karl, est-ce que tu peux nous dire, déjà, c'est quoi la définition exacte du MMA et c'est la grosse différence qu'il y a avec le free fight, peut-être? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que souvent, aujourd'hui, on exploite le mot MMA, puisqu'il a été un petit peu mis en avant, hein, avec les UFC, etc. Mais le MMA, ce qu'on appelle le Mixed Martial Art, qui est un terme anglais, pour le mélange des arts martiaux, c'est ni plus ni moins que ce qu'a produit l'un des plus connus de tous les artistes martiaux, qui est Bruce Lee, qui a été cherché dans plein de disciplines différentes, boxe, lutte, judo, les arts martiaux chinois, japonais, enfin il a été tapé un petit peu partout, et il a mixé, parce qu'on est tous différents en termes de gabarit, et il a développé une technique qui lui était propre et qui lui correspondait. Et le principe des arts martiaux mixtes, c'est ça en fin de compte, hein, c'est d'aller chercher un petit peu partout dans toutes les disciplines qui existent sur Terre et de réussir à faire quelque chose qui nous convient à nous. Alors que le free fight, c'est un sport de combat, c'est une cage. Alors l'origine du free fight, c'est l'UFC, hein, puisque c'était les frères Gracie qui l'ont mis en place pour mettre en avant leur style, qui était le jiu-jitsu brésilien. Mais le free fight, c'est aujourd'hui a changé. Hein. Il y a des règles, il y a des poids, il y a des catégories. On n'a pas le droit de frapper d'une certaine façon. Quand l'adversaire est au sol et qu'il a posé une main, on n'a plus le droit de faire des coups de genoux, des coups de main. Voilà, ça évolue tout le temps. Ça évolue parce que de toute façon, ce sont des disciplines qui sont réglementées, qui sont médiatisées et qui rapportent de l'argent, tout simplement. En fait, ce que tu sport, me dis... là, on est... Excuse-moi. Hein, là, je disais, là, on est dans le sport de combat. Hein. Quand on parle de exactement. free fight, on est vraiment dans le sport. Le free fight, c'est un sport de combat. En fait, ce que tu dis, Du c'est moment que tu mets un arbitre, c'est qu'il y a des règles. ce qu'on voit à la télé, en fait, c'est du free fight, c'est pas du MMA. Ouais, c'est du free fight. Ouais. Alors, je te dis, les gens reprennent le terme de MMA, mais le MMA, attention, le terme, c'est le mélange de différentes disciplines. Ce qui est vrai aussi pour le free fight, puisque dans le free fight, tu vas retrouver des disciplines dominantes qui sont la boxe thaïlandaise, la lutte, avec une forte présence sur le territoire américain, le jiu-jitsu brésilien, enfin qu'on appelle plutôt le grappling aujourd'hui. Voilà, ça reste malgré tout différentes disciplines. Le brésilien, c'est un art martial, hein, c'est pas un sport. La lutte, c'est un sport, c'est plus un art martial. Donc voilà, ça a été le free fight, l'UFC a été pioché dans plein de disciplines différentes, martiales et sportives, pour créer leur discipline qu'on a. Mais beaucoup de gens appellent ça le MMA, mais c'est pas du MMA. Le MMA, c'est un pratiquant qui va voir Johan, qui va s'entraîner chez lui pendant des années en Wing Chun, et puis derrière il va aller s'entraîner en Pencak Silat, puis derrière il va aller s'entraîner en boxe française, puis derrière il va aller s'entraîner, et il va aller piocher dans toutes ces disciplines-là. Et ça, c'est un mélange de différents arts martiaux. Ok, et comment t'enseignes ça, toi, du coup? Eh ben, écoute, chez nous, on a alors, chez nous, comment on fait? On a un cours qui est d'abord basé sur le pied-point, enfin sur la partie pied-point sol, et puis ensuite on a une partie self-défense qui est mise en place. C'est-à-dire qu'on essaie
au sein d'un cours d'avoir au moins 2 disciplines enseignées. Ok, d'accord. J'ai déjà entendu parler de MMA loisir. Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Ouais, bah, en fin de compte, sur le concept, beaucoup de personnes sur Terre, mais en France notamment, sont intéressées par les sports de combat, la boxe, que ce soit la boxe anglaise, la boxe américaine, enfin, ouais, on appelle ça la boxe américaine à l'époque, mais le full contact, le kickboxing, etc. Mais quand ils vont dans des clubs avec une orientation compétition, on va dire que la sollicitation physique est très intense et Oui. beaucoup de ces personnes-là ne s'y retrouvent pas parce que ils n'arrivent pas à suivre le rythme, alors qu'ils sont fans de cette discipline, mais ils veulent pas aller sur un ring. Donc des fois, ça crée des petites problématiques. Et puis, il y a des clubs comme le nôtre ou le mien en tout cas. Johan, je sais pas si tu fais de la compète, mais Non, on a, mais on a, ça, j'ai eu, mais maintenant, ouais, j'en ai plus. voilà, Ouais. ça demande beaucoup d'investissement de la part de l'entraîneur déjà. Et puis ça permet aussi de toucher plus de monde. Donc nous on fait du MMA loisir, c'est-à-dire que le but pour les gens c'est de se faire plaisir, de faire du sparring, mais du sparring entre guillemets light, c'est-à-dire qu'ils vont pas sur du vraiment, on va dire ils font du plein contact mais léger, on va dire. D'accord. Tout est relativement bien contrôlé. Voilà, c'est du sparring. Oui, Moi parce je que, fais du sparring léger. oui, par exemple, moi j'ai connu des clubs de MMA, free fight, mais bon, on parle de MMA, donc je vais rester sur ce terme-là, où il y avait beaucoup de combats et c'était très éprouvant et c'est un peu élitiste, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas capable de C'est clair, suivre oui, ce oui. type de cours. C'est Et ça. l'objectif Et du coup final, ça c'est de faire des sélectionne. champions Mais on retrouve ça aussi dans des ou clubs d'arts sortir martiaux un ou deux traditionnels, champions, hein. quoi. Moi, j'ai fait du taekwondo. Si tu faisais pas de compétition, t'intéressais pas les profs, hein. Donc, parce que les clubs, bien souvent, Ouais, et encore, oui, cherchent, bah, cherchent. tiens, pour le taekwondo, alors tiens, question, Karl, le taekwondo, c'est sport de combat ou art martial? Selon la Ah, définition c'est un sport de combat. De toute qu'on a façon, évoquée tout à l'heure. aujourd'hui, c'est une discipline olympique, donc c'est un sport de combat. Du moment que tu rentres sur un tatami ou un ring et qu'il y a un arbitre, ça devient un Ouais. sport de combat, hein. On peut Moi, pas. l'image que j'ai, Pour moi, l'art martial, c'est un art où vraiment tu vas apprendre à préserver ta vie ou la vie d'autrui. À partir de ouais, là, on est sur des situations qui ne permettent pas d'avoir de règles. C'est je dois sauver ma vie ou je dois sauver la vie de mes proches ou ou de quelqu'un. Je suis en train de marcher dans la rue, il y a une agression devant moi, je dois intervenir. Alors, on a toujours un cadre légal aujourd'hui en France, hein. Le fait de prendre son téléphone et d'appeler les secours, c'est une façon d'intervenir aussi. D'accord? Si on ne le fait pas et qu'on laisse passer l'agression devant soi, eh ben on est dans une non-assistance à personne en danger. C'est répréhensible. Mais le fait de prendre le téléphone et d'appeler, ok, ça permet déjà de commencer à agir pour défendre les gens qui se font agresser ou la situation. Mais l'art martial, c'est ça. C'est je dois apprendre à me défendre, à défendre les gens autour de moi. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de règle, hein. D'accord? On est les yeux, les couilles, enfin tout ce qui peut être rapide, et efficace, et on n'y passe pas 3 jours. Alors que un sport de combat, on va réglementer. Il y a un arbitre. Donc taekwondo, pour moi, c'est un sport. Maintenant, tout à fait, ouais. à l'origine, tu as l'apkido qui est lui plus axé à art martial. Et je crois qu'il y a une autre version du taekwondo parce que souvent ce sont des évolutions. Ils gardent le terme général, mais ce sont des évolutions de style d'origine qui Ok. eux sont plus axés sur l'art martial. Mais pour des questions d'argent tout simplement, hein, parce que voilà, un sport quand il devient olympique c'est qu'il rapporte de l'argent. Pour une question d'argent, eh ben on enlève certaines techniques pour permettre au sport d'être plus spectaculaire et puis moins violent Ouais, pour le ok. public. Pour qu'il se fasse regarder. Exactement. Ok. Dans les autres sports qu'on a identifiés ensemble, il y avait le Krav Maga. Est-ce que l'un de vous en a déjà pratiqué? Voir un petit peu ce qui retourne du Krav Maga. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens sur cette discipline? Le Krav, moi je l'ai pratiqué. Alors je vais pas dire que j'en ai fait pendant des années, hein, mais je l'ai pratiqué il fut un temps parce que je voulais voir un petit peu toutes les disciplines qui existaient. Donc j'ai fait du Krav Maga, c'est un art martial israélien qui a été développé en priorité, c'était à l'époque pour les services secrets du Mossad israélien, et c'est un art qui a fait une synthèse de beaucoup de choses en fin de compte, hein. Ils ont rien inventé, ils sont juste allés faire une synthèse parce que dans les arts martiaux, il y a beaucoup de comment dire, dans l'enseignement pur d'un style, il y a beaucoup de choses on pourrait enlever pour faire un raccourci. Alors on perd certainement Ouais. en philosophie et en technicité, hein.
Mais là, des fois, le but, c'est d'aller le plus vite possible. Le Krav a ce côté intéressant, c'est qu'en l'espace de quelques mois, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement, qui est assidu, il va très très vite progresser. Ok. Contrairement à certaines disciplines martiales où il va falloir des mois ou des années, des fois, pour arriver à un niveau correct. Ouais, Et ok. moi, c'est ce que je dis souvent quand on me demande souvent la différence entre le Krav Maga et le Wing Chun. Et je dis souvent que ça se ressemble beaucoup, sauf que le Krav Maga est moins technique, tu vois. C'est ça. Donc, Le but, c'est. Ouais. après, c'est un art martial, enfin un art martial, oui, un art martial de self-défense qui se veut réaliste et qui l'est, qui vaut et qui ressemble à d'autres arts martiaux qui se veulent réalistes. Après, on retrouve les mêmes choses. D'accord, ok. Dans les choses connues, j'ai envie de citer le Penchak Silat, Yes. puisque bon, il a une certaine renommée grâce à Monsieur Ropers. Qu'est-ce que vous en dites de cette discipline-là? Alors le Penchak Silat, donc il y a Ropers qui est très médiatisé, ok, parce que c'est entre guillemets la jeune génération du Silat, donc du coup il maîtrise mieux l'outil médiatique. Mais à l'origine il y a Charles Jousseau qui est quand même le représentant d'un des grands maîtres du Silat en France, Ouais. et qui est peut-être un petit peu moins connu que Ropers, mais c'est une question, je pense, de médiatisation. Yes. Mais donc pour revenir sur le Silat en lui-même, c'est un art martial indonésien qui a plusieurs branches. Une fois de plus, comme dans tous les arts martiaux, il y a plusieurs courants. Il y a en général un maître et puis il a 10 élèves qui veulent un jour prendre leur autonomie. Donc ça fait 10 courants différents. Mais ça reste Silat. Et après, c'est une question aussi de personnalité, n'est-ce pas, d'ego, bien souvent. Et donc du coup, voilà, donc la branche la plus connue en France, c'est celle de Jousseau et de Ropers. Et du coup, c'est un art martial qui a su se réadapter. C'est-à-dire qu'on a une partie très traditionnelle, où on fait des lankas, des machins et trucs, mais on a aussi une partie qui ressemble un petit peu, j'allais dire entre guillemets, à du Krav, c'est-à-dire que, alors je parle de Jousseau parce que je connais mieux que Ropers, mais Charles Jousseau a su prendre l'aspect traditionnel. N'oublions pas que les Indonésiens, ils n'ont pas forcément le physique des Européens, d'accord, comme l'ont constaté les Américains lors de la guerre en Corée ou au Japon notamment, et ils se sont aperçus que ce qui marchait sur les Japonais en tout cas se sont aperçus que ce qui marchait entre eux ne marchait pas forcément sur un Américain qui fait 1m90. Bien sûr. On apprend à réadapter. Donc Charles Jousseau a eu cette façon de faire qui a été de réadapter son silat traditionnel pour en faire quelque chose de plus efficace, on va dire entre guillemets, lié à notre monde en tout cas, le monde européen. Ok, d'accord. Et ça s'adresse à, quel type de public? N'importe quoi. Tout à l'heure, par exemple, tu disais que le Krav c'était super abordable pour les gens qui débutaient. Est-ce que c'est pareil? La partie réactualisée, c'est de la self-défense au même titre que le Wing Chun, au même titre que le Krav Maga. C'est une technique de self-défense qui est c'est très proche. Les trois choses sont très proches quand ça se veut entre guillemets réaliste et réactualisé. Tu vois, contrairement peut-être au côté un peu plus traditionnel où là c'est plus ésotérique, on va dire. Je comprends. Ça marche. Sur Nantes, j'ai vu que, parce qu'ils font un peu de publicité en ce moment, j'ai vu le Systema. Alors le Systema, je connaissais pas du tout. Moi, je connais. Je connais un peu. J'ai un peu pratiqué parce que j'avais un ami à l'époque sur Saint-Nazaire qui s'appelait Yann Christodoulou qui donne des cours. Ouais, c'est ça. Yann, il a un club sur Nantes. Ouais. Il était à l'époque où je l'ai connu, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Il était sur Saint-Nazaire. On a monté des écoles en même temps, en fait. Ok. Et c'est quand même particulier, le système, parce que tu commences par des exercices d'absorption des coups pour restituer. Donc c'est une démarche vraiment particulière. On est dans un art martial de self-défense puisque tout est permis. Il y a pas de... Mais l'approche est particulière parce que c'est vrai que il faut absorber des coups, prendre des coups. On prend beaucoup de coups au début pour apprendre à absorber. Je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Karl? Alors moi, j'ai pas pratiqué, donc je vais pas trop donner d'avis. Le seul truc que je peux faire, c'est que par rapport aux vidéos que j'ai pu voir, comme tout, je crois qu'il y a plusieurs. Moi, j'ai vu au moins trois profs connus avec trois sites vraiment très différents. Maintenant, ça me fait un peu penser à l'aïkido. On va dire, c'est un peu le principe du
j'absorbe le coup et je me sers de l'énergie du partenaire ou de l'agresseur en tout cas pour reprendre le dessus. Après, je te dis, j'ai pas pratiqué du tout ça, je connais pas. Donc, je pense que c'est comme dans tout. On va dire que on est tous différents. Donc moi, il y a certainement des choses que j'ai vu des techniques qui m'ont paru intéressantes en systéma, et puis j'en ai vu d'autres que moi personnellement je n'aimais pas du tout, qui ne me convenaient pas en tout cas. Donc voilà. Donc je pense que c'est comme dans tout. C'est un peu le principe du MMA, c'est d'aller piocher des techniques. Tu dis tiens ça c'est bien parce que ça me convient à moi. Mais peut-être que mon copain qui est à côté, qui fait 1m90 et 120 kg, bah, il va me dire, ah, ça me va pas à moi. Donc, voilà, on va piocher à droite, à gauche. Et c'est ce qui fait la force des arts martiaux. C'est là où on n'a pas la même vision. Et bon, je pense que c'est normal. Parce que moi, je suis plus pour avoir une stratégie. Déjà, alors, ça dépend combien de temps tu as consacré aux arts martiaux. Hein. Je parle de personnes qui auraient envie d'avoir un résultat rapide. Là, quand tu parles d'aller piocher un peu partout des techniques qui nous conviennent, je pense que ça s'adresse déjà à des personnes qui sont d'une part expérimentées ou au moins dans un domaine et puis qui ont beaucoup de temps pour pratiquer, tu vois. Oui, ouais. Après, t'as des gens qui, c'est vrai, qui iront jamais au bout d'un style, entre guillemets, voilà, donc, et qui vont aller butiner dans différents trucs, qui sont jamais très bons dans l'un ou machin, ça c'est vrai. Et ils n'auront pas de stratégie et ils n'auront aucun avantage dans le combat, tu vois. Je te parle de ça en tant que pratiquant de Wing Chun, bon, parce que c'est quelque chose que je connais, et je pratique aussi d'autres choses, et j'ai aussi pratiqué d'autres choses, et je remarque, pour moi, l'importance de la stratégie qu'on utilise, par exemple, quand on sait quelle est la distance dans laquelle on est bon, et combien de temps on s'est entraîné dans cette distance, on sait qu'on a un avantage dans cette distance, tu vois. Par exemple, quelqu'un qui a fait du grappling, bon, ben, il a tout intérêt à amener la personne au sol, dans le cas d'un combat en 1 contre 1. Parce que c'est son truc. Tout dépend de l'environnement, mais oui. Oui, non, je dis bien dans le cas d'un combat 1 contre 1. Parce que, oui. Non, mais même 1 contre 1 dans la rue, tu vas pas au sol. Voilà, c'est ça. Non, mais, oui, on est tout à fait d'accord. C'est pour ça que tout dépend de l'environnement, en fin de compte. Ça, alors, admettons un combat rituel sur un tatami. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, puisqu'on en a déjà discuté. Ouais, j'avais donné dans le dernier podcast mon avis sur les pratiquants de grappling, et je disais que souvent, quand on a l'habitude de faire du grappling, on a un peu peur des percussions, donc on amène rapidement au sol, et dans la rue, ça peut être problématique, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a par terre, et puis on ne sait pas combien ils sont. Il peut y avoir un mec qui vient de foutre des coups de pied dans la tronche quand tu es par terre, bon bref. Donc oui, moi je suis d'accord avec toi. Dans un deuxième temps, c'est-à-dire que déjà, il faudrait être expert dans un domaine, ou au moins très bon dans un domaine, et après, on peut aller butiner d'autres choses qu'on pourra peut-être remettre à sa sauce. Mais pour moi, tu sais, tu as beaucoup de jeunes, souvent, enfin de jeunes ou peut-être moins jeunes, qui commencent et qui ont tout de suite envie d'aller voir à droite, à gauche ce qui se passe. Et le problème, c'est qu'ils ne deviennent pas bons dans ce qu'ils ont commencé, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que les temps ont vachement changé. C'est-à-dire que si on continue à enseigner nous, on en a parlé l'autre fois, si on continue nous à enseigner comme nous on a appris, c'est-à-dire qu'il y a plus de 20 ans maintenant, on n'aurait quasiment pas d'adhérents, parce que du coup les temps ont changé, les gens c'est du consommable. La vie est passée dans ce mode de consommation où on va chercher, on a des infos qui arrivent de partout, à travers YouTube, à travers Instagram, à travers Facebook, à travers machin, à tous les réseaux sociaux. On a tellement d'informations, les gens ils voient ça c'est bien, oh putain puis ça c'est bien, ah ben ça aussi c'est bien. Et c'est vrai que maintenant ils ont et puis on a le choix. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, quand tu t'entraînais, tu allais dans une salle, dans une ville, tu disais bonjour, je voudrais faire des sports de combat ou des arts martiaux. Oui, on a du judo. Et puis quoi d'autre? On a du judo. Et puis si tu avais de la chance, tu étais dans une ville un peu plus intéressante, tu avais du karaté. Voilà. Donc et si tu allais dans une grande ville, tu allais à la capitale, et t'avais de la boxe. Mais aujourd'hui, regarde, même une petite ville comme Vertou, on arrive à avoir pas mal de disciplines de représenter. Et si tu vas grenouiller un petit peu plus loin, dans les 10, 15, 20 km autour de Vertou, tu vas tomber sur de tous les styles, tu vas voir de tout. Donc les gens ont cette facilité aujourd'hui d'aller chercher des styles différents, et donc d'aller, je suis une année là, tout compte fait, c'est pas trop mon truc, je suis dans l'autre, je vais essayer ça, tiens, je vais essayer. Les gens viennent consommer. On n'est plus sur alors après, t'as toujours un noyau dur. T'as toujours des gens qui sont passionnés et qui viennent et qui s'inscrivent et qui vont faire 5, 10 ans avec toi. On est d'accord, on peut remarquer ça et aussi en souligner les faiblesses. Moi, je remarque, qu'il y a beaucoup de consommateurs. Bon, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est à nous aussi de rendre nos cours attrayants, même si moi, par exemple, je suis spécialiste
du Wing Chun, de ce type de combat. Mais bon, on fait aussi un peu de combat au sol, surtout savoir comment se libérer et se remettre debout. Et puis on fait aussi un peu de boxe pied-point parce qu'il y a quand même une distance avant d'être en distance, tu vois, de combat rapproché. Il y a une distance de pied-point qu'il faut savoir gérer. Tu vois. Donc oui, non, je pense. Non, mais ce que je voulais dire par là, c'est que on peut apporter à partir du moment où on connaît bien un art martial, une discipline, on peut apporter d'autres choses, mais commencer par aller voir à droite à gauche, bon, ils peuvent le faire puisque c'est de la consommation, mais le problème c'est que ça fera pas forcément des bons. Pratiquants. C'est bien d'approfondir un style, c'est sûr. C'est sûr. Mais après, voilà, moi c'est un constat que j'ai fait. Beaucoup de gens viennent. Aujourd'hui, ça c'est tellement. On revient sur le MMA loisir dont on parlait tout à l'heure, et le côté loisir dans une discipline de sport de combat ou martial en tout cas, ça amène ce côté tiens, j'ai fait quoi l'an dernier, j'ai fait Zumba, bah tiens cette année je vais faire pas de Shakira, tiens. Après, mais pourquoi? Je sais pas, j'ai trouvé ça sympa, j'ai vu des vidéos, c'est pas mal. Tu vois, et puis la personne elle te fait même pas une saison quoi. Tu vois, elle te fait 5-6 mois, plus de 6 mois, non, elle vient plus, et puis elle passe à autre chose. Tu sais, c'est ce que je te disais quand j'étais venu te voir au printemps, là c'est au printemps, que moi j'invite toujours les gens à rester dans leur club et à continuer leur pratique. Et puis peut-être que dans 10 ans, si tu as envie d'approfondir, non, ou avant, mais il y a des stages, on peut aller voir, on peut aller faire quelques stages pour aussi pour se changer un peu les idées, et puis parce que pour assouvir aussi un peu sa curiosité. Mais pour moi, c'est important de rester un maximum de temps, au moins dans une pratique, pour maîtriser une distance, tu vois, et une stratégie. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Il faut approfondir une discipline et pour de là à la maîtriser, parce qu'il faut quand même un certain nombre d'années. Oui. Mais au moins, j'ai pondéré, oui, c'est sûr. Bon, ouais, on va dire pour être bon, ça peut. Il faut du temps de toute façon. Ouais, c'est vrai que certaines disciplines vont peut-être un petit peu plus vite que d'autres. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, la boxe, les sports de combat entre guillemets, c'est un petit peu plus rapide. Parce que moi, je le vois au club chez nous. On va dire que quand on débute la saison, il nous faut à peu près 4 mois pour donner des bases. Alors, je vais pas dire que c'est des boxeurs chez moi, c'est du loisir. Donc, là où un club spécialisé va former des mecs en l'espace de 6 mois, il est capable de les emmener sur un ring. Moi, il me faudra peut-être 1 an et demi, 2 ans. Mais au bout de 4-5 mois, ils ont quand même déjà les bases de la boxe. En Krav Maga, c'est pareil, ça va vite parce que les techniques sont assez simplifiées, sont synthétisées, donc on peut apprendre très très vite si on est assidu, bien sûr, si on ne sèche pas la moitié des cours en 4 mois. Mais ça peut venir assez vite. Il y a d'autres disciplines qui sont plus laborieuses entre guillemets. On va dire, tu fais de l'aïkido aujourd'hui. Moi, j'en ai fait pendant 1 an. C'est sympa parce que j'avais déjà un bagage avec moi qui m'a permis d'avancer, mais ça reste très laborieux. Il faut quand même un certain nombre d'années avant de voir des techniques qui s'enchaînent vraiment super bien, quoi. Et donc pour certaines personnes aujourd'hui, ce côté laborieux, ça les fait un peu fuir, quoi. Ouais, tout à fait. Mais là, l'aïkido, on parlerait plus d'une voie, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais moi, je parlerais plus d'une voie, presque une voie spirituelle, quoi. Là, on est vraiment dans l'art martial. C'est plus le développement personnel, une recherche de sérénité, tu vois, plus que une recherche de là, je suis d'accord avec toi. Et tous les sports, tous les arts martiaux japonais, à la base, vraiment, c'est nous les Européens qui ont fait des sports aujourd'hui, voilà. Mais à l'origine, c'est la voie, c'est une recherche spirituelle avant tout. Un souci de se défendre aussi, c'est vrai, mais il y a une recherche spirituelle qui va avec. Mais ça, c'est des Asiatiques, ils n'ont pas le même état d'esprit que nous. Oui, et puis aussi parce que dans un combat, tu peux mourir. Et surtout à l'époque du Japon, avec les samouraïs, quand dans un combat, tu peux mourir, c'est quand même important d'avoir une spiritualité pour se dire, bon, ben, je me rends paix, quoi. Tu vois? Ouais. Je préfère pas mourir, moi, mais. Oui, non, mais bon. Non, mais je suis d'accord avec. Non, mais ça permettait d'accepter certaines choses. Exactement. Cette spiritualité. Surtout quand tu avais en face un samouraï qui te tranche la tête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de deuxième chose. Hein. Non, bien sûr, mais c'est ce que je te dis. Après, le côté spirituel dans l'art martial, ça permet aussi d'accepter la mort. Et c'est quand même un petit peu quand tu prends cette voie-là, la voie de l'art martial, c'est l'art de la guerre. Hein, donc, tu sais que tu as quand même une chance sur 2 d'y rester. Oui, donc, du coup, si tu n'acceptes pas l'idée de mourir, c'est compliqué de pratiquer un art martial dans cette optique-là, en tout cas. Donc, la spiritualité permettait ça. Et donc, de faire des guerriers accomplis qui allaient au charbon et qui savaient que s'ils mouraient, c'était pour la bonne cause, quoi. Ouais. Mais tu vois, c'est important parce que
justement, la plupart des gens associent l'art martial à la spiritualité et ne Mm. comprennent pas forcément le lien entre l'art martial et la spiritualité. Le lien, c'est que au bout, c'est que tu as une chance sur 2 de mourir, donc tu as intérêt à avoir quand même. Ah, Oh, c'est clair. Non, oh, non, c'est vrai. on s'éloigne un petit peu Ouais, de vas-y, notre on revient. sujet. Je pense que de Cadre-nous, toute Clément, façon, au cap. c'est ça. Je voulais laisser un petit peu libre cours à votre imagination. Non, mais on n'aura pas de toute façon pas le temps de tout présenter toutes les disciplines. Je pense que le plus important, en vous écoutant, je me rends compte, c'est de aller tester en début d'année les différentes disciplines avec les cours d'essai qui sont proposés dans les Oui, différents clubs mais et déjà, voir de ce qui vous savoir, correspond, quoi. oui, Vo- mais déjà de savoir, regarde dans la liste qu'on a faite, je sais pas, est-ce qu'il y en a certains qu'on a oubliés ou pas Bah, on n'a pas. Karl, t'as abordé un peu la partie Quali. boxe. On On n'a pas parlé du a- Kali qui est plutôt avec les armes, je crois. Oui, bah, c'est ça, Et bah, Euh, on peut en parler rapidement. pas uniquement. En fin de compte, si tu veux, c'est un petit peu comme dans toutes les disciplines, comme le silat ou même le wing chun, hein, il y a les Mhm. armes, etc. Donc il y a une partie main nue, il y a une partie arme. Alors elles ont toutes des noms un petit peu différents. Euh, il y a plein de courants différents dans le Kali aussi. Mais on va dire que la Euh, spécialité quand même du calice, c'est quand même le c'est les maîtrise doubles d'armes. sticks. Ouais, à l'origine le Kali ça a été très développé ça a été développé par les Philippins pour faire face à l'invasion espagnole. Et Yes. du coup, ils ont développé des techniques de lutte parce que les Espagnols, eux, étaient équipés avec des cuirasses, ok, Mhm. les escrimadors espagnols avaient des cuirasses, donc les Philippins ont dû développer des techniques pour réussir à contourner les cuirasses des Espagnols, et du coup, le Kali en découle de ce système-là, en fin de compte. Donc c'est un style qui est encore assez percutant, le Kali, parce que c'est pareil, il faut ramener ça aussi au monde. C'est-à-dire que nous, on vit dans une société qui est très sécurisée, entre guillemets, on a des forces de l'ordre un peu partout, etc., qui est de moins en moins, je reconnais. Mais certains pays comme l'Indonésie, comme Israël, comme les Philippines sont des pays où la violence est monnaie courante. La plupart des gens peuvent avoir des armes sur eux et s'en servir régulièrement. Donc c'est des pays qui maintiennent un certain niveau de technicité vraie, entre guillemets. Et le Ok. Kali fait partie de ça. Bon, on a fait un podcast avec Thierry Mellerin. Si vous voulez en savoir plus sur le Ouais, Kali, Thierry. il vous le présentera. Non, je... Dans ce qu'on avait, on avait aussi j'arrive jamais à le prononcer, c'est le Jiu-Jitsu brésilien. Ah oui, jiu-jitsu brésilien. Alors moi, Alors oui, je sais pas du tout ce que c'est le Jiu-Jitsu. J'en ai jamais alors vu. je vais t'expliquer. Le jiu-jitsu brésilien, c'est une technique adaptée. Donc à la base, le jiu-jitsu, c'est japonais. Mhm. Hein, c'est un art martial de self-défense assez complet, d'accord. Et quand c'est arrivé au Brésil, ils en ont fait une spécialité. Enfin, ils ont fait la spécialité du combat au sol, d'accord. Ouais. Donc, c'est surtout du combat au sol avec beaucoup de clés, beaucoup de techniques une fois que tu as amené l'adversaire au sol. Mais c'est comme du grappling. Enfin, C'est comme du grappling, sauf qu'il y a un kimono. Donc, tu peux étrangler avec le kimono, tu peux faire des d'accord. techniques avec, tu peux utiliser le kimono. Donc avec ça, Ouais, après, Très proche. faut se balader en kimono dans la rue pour se défendre. non, Alors, non, parce que tu peux exploiter des fringues. Mais non, non, mais attends, le Brésilien a une particularité. C'est-à-dire qu'à l'origine, les Japonais sont venus au Brésil, c'est vrai, importer leur jujitsu. Et l'homme qui a créé le jujitsu brésilien, c'est Helio Gracie. Et en fin de compte, il était opposé à un Japonais qui était bien plus costaud que lui. Et dans ses pratiques de combat, il s'est aperçu que cette différence de poids, s'il respectait le jiu-jitsu traditionnel, bah, elle n'était pas à son avantage, loin de là. Donc il a su développer des techniques qui lui ont permis à 60, il faisait combien, il aurait essayé 60, ah ouais, oui, 62 kilos, de faire face à des individus qui lui en mettaient 30 de plus dans le nez. Ok. Donc voilà, le Brésilien, il est né comme ça. Le jiu-jitsu brésilien, il est né de cette volonté de faire la différence en termes de technicité, et qui permet de rééquilibrer un avantage de poids et de puissance pour l'individu qui est en face. Je comprends. mais avec une spécialité au sol. Hein, c'est-à-dire que Karl, on est d'accord, hein, c'était sur des tatamis, c'était des combats qui avaient lieu sur des tatamis. Non, du tout, il faisait À la ça en base. ring aussi. Ouais. Oui, oui, mais en ring, oui, oui, en ring type, dans le free fight, des choses comme ça, mais dans la rue, on est d'accord que se retrouver à faire un étranglement par terre, c'est quand même une technique qui est risquée, quoi. Ouais, mais après, alors donc, faut ramener ça aussi. Souvent, les Brésiliens, ils avaient la lutte à livrer qui existait déjà. L'autre discipline, c'était
Bah oui, le comment. C'était la lutte c'était la lutte livrée qui était à l'origine de la discipline brésilienne, et ensuite ça a été ils ont pris les techniques du jiu-jitsu japonais. Mais du coup, les Brésiliens ont aussi ce côté, voilà, c'est un pays qui est encore assez violent. Du coup, ils ont dû développer cette technique justement pour aider un mec qui fait 60 kilos à faire face à un mec qui en fait 90. Ouais, ok. Est-ce que vous considérez qu'il faut des prérequis pour commencer tous ces sports, que ce soit physique ou mental? Karl, Pour moi, non. Ouais, pour moi, non. Parce qu'en fin de compte, s'il fallait ça, on n'aurait pas d'adhérents, quoi, en fin de compte. Ouais, Parce que, non, mais parce que si tu rentres sur des prérequis, ça sous-entend que la personne a déjà des capacités, entre guillemets. Alors que nous, notre job, il est de dire, bah écoute, quel que soit ton niveau physique ou ton âge ou tes compétences, peut-être que tu évolueras pas aussi vite que celui qui est à côté de toi, qui a des prérequis. yes. Okay, mais tu évolueras quand même. Donc nous, notre job, il est de prendre les gens et de leur permettre de s'accomplir dans leur passion ou dans la discipline qui voit la télé, ils se disent j'aimerais faire ça, mais j'y arriverai peut-être pas. Et puis c'est de leur dire c'est nous, on va mettre la discipline à ta portée et pas l'inverse. Ok. Mais c'est vrai que le prérequis, c'est d'avoir envie de pratiquer et d'en ressentir une nécessité. Bon, pas forcément parce que ça peut être juste par passion, mais souvent les gens qui ressentent la nécessité viennent et puis cherchent à s'améliorer. Ok. Combien de temps vous considérez qu'il faut pratiquer pour voir une progression, je dirais? Enfin, pas forcément en années, mais à quelle régularité il faut s'imposer pour pouvoir progresser? Après, ça dépend aussi du nombre de cours que donne ton club. Je vois chez nous, tu vois, on est à 2 cours adultes par semaine. Ouais. Maintenant, j'ai des adhérents qui viennent qu'à un cours sur la semaine, etc. Donc forcément, ils voient moins de techniques, donc forcément, ils s'entraînent moins régulièrement, donc forcément, ils évoluent moins vite. Ça, c'est une évidence. Après, non, je sais pas, deux fois par semaine, c'est le minimum pour moi, en tout cas. Ok. Et c'est ça, 2 fois par semaine avec un stage, genre un stage par mois, tu vois, ce genre de choses. Je pense que c'est. Ouais, en complément, c'est bien. Comment est-ce qu'on peut évaluer sa progression? Enfin, c'est des questions un peu bateau que je pose, mais je suis curieux de voir. Enfin, c'est vrai, en tant qu'adhérent, comment est-ce qu'on fait pour évaluer où est-ce qu'on en est? Pour moi, t'as le regard du prof. Ouais. Souvent, c'est lui qui est capable. Tu sais, dans les systèmes martiaux avec des ceintures, c'est le prof qui te fait changer ta ceinture. Bien sûr. Donc c'est lui. Enfin, dans le système un peu européanisé, c'est différent parce que à la limite, c'est presque en judo et au tout aujourd'hui, c'est quasiment tous les 3 mois, tu passes je sais plus, une barrette là. Et du coup, mais je vois dans le principe brésilien notamment à l'époque, c'était le prof qui venait de voir, qui disait c'est bon, t'as le niveau de telle ceinture, donc donne-moi l'ancienne et je te donne la nouvelle. Ouais. C'était le prof qui estimait la valeur de ses élèves. Voilà. Après, sur les disciplines plus axées sport de combat, tu vois, notamment sur le MMA et tout, tu vois, ton évolution, c'est par rapport à tes opposants sur les sparring. C'est-à-dire que au début, tu commences des débutants, donc tu es avec les débutants, puis de temps en temps, tu vas faire un sparring avec des mecs qui ont un petit niveau supérieur au tien, puis au début, tu ramasses un peu, hein, forcément, et puis à un moment, tu t'aperçois que le mec en face qui avait un niveau supérieur au tien, tu arrives à mieux le tenir, ou tu arrives à en prendre moins en tout cas, et c'est là que tu arrives à estimer. C'est dans les sports de combat, mais pour moi, même dans les arts martiaux, le sparring, c'est-à-dire que c'est vraiment la finalité, c'est faire un sport de combat sans jamais faire de sparring. Bien sûr. C'est dans la confrontation qu'on voit son évolution, mais c'est aussi très difficile de voir sa propre évolution. Souvent, c'est les autres qui te le disent. Hein. Ouais, c'est en se confrontant aux autres. Comment on fait pour se fixer des objectifs réalistes quand on commence un sport de combat? Se fixer des objectifs réalistes. Ouais. Je crois qu'il n'y en a pas. Tu vois, moi, quand je donnais des cours, des fois, j'avais des jeunes qui arrivaient, leur objectif, c'était de faire le même coup-pied que Bruce Lee. Tu vois, c'était compliqué, ça. Donc, du coup, Bruce Lee, avant de se faire ce coup de pied-là, il s'est mangé des heures et des heures et des heures d'entraînement. Donc, moi, c'est pareil, j'ai des dames qui viennent me voir, qui me disent, bah voilà, moi, mon objectif, c'est de me défendre parce que je me suis fait agresser et puis j'ai vu que je savais pas me défendre. Donc, voilà. Donc, je pense que tous les adhérents ont des objectifs différents. Donc, c'est propre à chacun, ça. Enfin, de mon point de vue.
Ok. Ouais, bon, après, ce qu'on peut dire, nous souvent, enfin, moi, souvent, quand je demande aux uns aux autres pourquoi ils pratiquent, si je vois qu'ils rêvent beaucoup trop, je dis, bon, bah, ça, il faudra un petit peu de temps quand même pour y arriver, tu vois. Parce que c'est Quoi, vrai que tu veux dire que certains, le coup de pied de Bruce Lee, il peut pas le faire en 2 ah, semaines? si, Au premier cours. il peut, mais bon, bon, ça dépend d'où il part, quoi, tu vois. Ouais, c'est Mais oui, oui, c'est vrai que c'est le travail du professeur de leur remettre les pieds sur terre des fois. ouais, de leur Ouais. remettre les pieds Bon, sur souvent terre, c'est de chez les fixer des jeunes. Ouais. objectifs, et puis de leur faire remarquer quand ils progressent aussi. Ouais. C'est ça. Leur dire, bah tiens, ça tu vois, tu voulais peut-être mettre de côté de Bruce Lee, mais tu vois, déjà un petit coup de pied dans le genou, bah, tu le fais très bien. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce que vous pourriez donner peut-être des petits conseils sur comment bien compléter son entraînement? Enfin, il y a venir en cours, mais je suppose qu'il y a des choses qu'on peut faire à côté pour aider à Ouais. la progression, disons. C'est quoi vous conseillez à vos élèves? Bah alors pour moi c'est le conditionnement physique, c'est-à-dire que on peut faire tous les sports de combat et tous les arts martiaux de la terre si on sait se pousser le ventre et puis on bouge pas trop à côté. Je dis pas qu'on sera mauvais, hein, mais on sera moins bon que quelqu'un qui s'entretient bien physiquement, on va dire. Mais c'est quoi du coup, aller à la salle, faire un peu de course à pied, ce genre de choses? Ouais, déjà rien que ça, hein, de se maintenir en bonne condition, c'est-à-dire que alors si dans les arts martiaux, on va dire sur la partie agression, il y a tout un schéma chimique qui se met en place. C'est-à-dire D'accord. que quand tu te fais agresser, euh, il se passe plein de choses dans ton corps. Ok, le pouls s'accélère, on se met à transpirer, la vision peut se troubler, l'audition est moins bonne. On a ce qu'on appelle un effet tunnel qui se met en place. Donc Mhm. là, c'est un peu le côté pro qui reprend le dessus, hein, mais un effet tunnel, c'est-à-dire que bah, là, j'ai un agresseur en face de moi, mais à l'issue de l'agression, si je te demande comment il t'habillait, quelle tête il avait, et s'ils étaient plusieurs, les gens sont incapables de te le dire parce qu'il y a le phénomène de stress qui se met en place. Donc, Ok. plus ta condition physique est bonne, je dis pas que un athlète de haut niveau, il sera capable de gérer ça. Hein. Mais je dis juste que des fois, quand on se sent bien dans son corps, quand on est plus à l'aise, parce que la condition physique est bonne, on a une meilleure assurance en soi. Et l'assurance en soi, dans le domaine de la self, c'est hyper important. Ok. Ça vient compléter quoi. Ouais, Ouais, bah, voilà. tu vois, par Après, exemple, moi, ce que je conseille, donc là, si on part du principe qu'on fait 2 cours par semaine, c'est de faire aussi 2 séances de musculation et de cardio par semaine, tu vois, minimum. Hein. Si on peut en faire plus, Ouais. c'est très bien. Et puis, en plus, c'est vrai que, comme dit Karl, hein, pour la confiance en soi, déjà, quand tu te sens bien physiquement, sûr de toi, que tu te sens fort physiquement, déjà, tu dégages quelque chose. Tu as plus confiance. D'accord? ouais. Ok. Bien souvent, tu peux éviter les agressions. C'est-à-dire que, bien souvent, c'est compliqué, hein, mais c'est-à-dire que le fait d'être conscient de ses capacités, et ça c'est notre job hein, en tant que prof, c'est d'amener les gens, moi je parle beaucoup pour les femmes parce que bien souvent c'est elles qui sont la proie des agressions, c'est de prendre conscience qu'elles sont capables qu'elles Mhm. sont capables de se défendre, que même qu'il y en a plein qui te disent ouais mais regarde moi je fais 1m60, je fais 54 kilos, quand il y a un type de 80 kilos qui vient m'agresser, je peux rien faire. Ouais. Et je dis pas je dis pas que tu auras forcément le dessus, c'est pas le problème. C'est la self défense, c'est pas ça. C'est pas t'es pas Wonder Woman, hein, tu vas pas l'éclater et puis tu t'organises le combat, c'est pas ça. C'est juste te donner le temps de te soustraire à l'agression et d'aller te protéger. Bien sûr. Donc tu vois. Et ça, le fait bien souvent en termes d'agression, moi ça m'est arrivé hein, plusieurs fois. Je parle dans le civil, je parle pas en professionnel, dans le civil. Et le fait d'être sûr de moi, de ma condition physique, d'être sûr de ma technique, d'être sûr eh ben ça a permis de désamorcer l'agression. C'est-à-dire que le type en face de toi, bien souvent, s'il vient t'agresser, c'est qu'il a une bonne raison, hein, bien sûr, et il pense qu'il aura le dessus. Mais s'il a un répondant, je parle pas d'un répondant physique, hein, je parle d'un répondant, une présence où tu le regardes et tu dis ouais écoute, si tu veux jouer, bah viens on va jouer. Et ben Ouais. là en général le type en face, il a pas envie de Ouais. jouer parce que lui il veut gagner. Il Mhm. veut Bah oui. pas se battre, il veut gagner, c'est pas pareil hein. Donc du coup, cette assurance là permet de désamorcer certaines situations. Pas toutes, loin de là, mais ça peut faire la différence certaines fois. Ouais, ok. Oui, et je pense que c'est enfin, dans un premier temps, c'est la grosse différence. Quand tu as quelqu'un qui est confiant, tu as beaucoup moins envie de l'agresser. Et je pense que c'est la première chose que les gens, tu sais, qui ont vécu des agressions et qui se font un peu embêter, remarquent. C'est-à-dire que dès qu'ils deviennent plus confiantes en elles, tout de suite, il y a moins d'agressions, moins de problèmes et les gens leur parlent différemment.
Ouais, et puis je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. C'est-à-dire que les femmes, notamment, je parle pour elles, mais qui viennent s'entraîner, Mm. prennent conscience de leur capacité physique. Elles prennent conscience aussi que le monde n'est pas si simple que ça et qu'on peut se faire agresser à n'importe quel moment. Et instinctivement, elles vont changer leur façon de se mouvoir dans la rue. Hmm. Elles vont changer leur façon de se déplacer, de se garer. Il y a plein de petits paramètres qui peuvent rentrer en compte qui font que euh, une prise de conscience de soi-même et du monde extérieur fait qu'on peut réduire le risque de l'agression. On ne va pas le supprimer, mais on peut le réduire. Ok, on va très bien. Tout à l'heure, on a pas mal parlé de compétition, etc. Est-ce que vous pensez que faire de la compétition, ça favorise la progression? De mon point de vue, oui, forcément, puisque ce que je disais tout à l'heure, le sparring, pour moi, c'est imparable. Alors, encore peut-être plus dans les sports de combat que dans les arts martiaux. Ouais, mais du coup, La recherche n'est pas toujours. même si tu te rajoutes des règles, parce que forcément, qui dit compétition dit règles, est-ce que du coup, ça te freine pas un petit peu plutôt que de t'aider à progresser? Non, non, parce qu'en fin de compte, tu peux mettre toutes les règles que tu veux. Quand tu dois monter sur un ring face à un mec qui est là pour te détruire, il faut quand même avoir une bonne paire de couilles. Hein. Et je parle homme comme femme. Hein. Donc du coup, ça développe des capacités mentales en fin de Ouais, compte. ok. Comme je te disais, c'est un petit peu comme quand tu travailles sur la self-défense. Le but c'est de se défendre face à une agression. Mhm. Mais comment veux-tu travailler l'agression quand tu es sur un tatami avec des copains et qu'il y en a un qui met un casque et qui prend un couteau en plastique et qui dit je vais t'agresser. Bien sûr. Alors bon, tu peux faire ce que tu veux, hein. Tu peux. Alors le CRA fait ça très très bien. Ils ont plein de techniques pour essayer de te rapprocher le plus possible de la situation de stress, etc. Mais ça reste malgré tout un contexte où tu sais que Oui. entre guillemets, tu risques pas grand-chose parce que tu fais ça pour t'entraîner. Et le ring, c'est ça. C'est-à-dire que je monte sur un truc, le type en face, quand il va m'en coller une bonne, il va pas s'arrêter, il va me dire ça va, je t'ai pas trop fait mal, c'est bon. Le mec, il va te défoncer. Et puis quand tu vas poser un genou au sol, il va attendre qu'une chose, c'est que tu te remettes debout pour venir te retaper là où tu as fait mal tout à l'heure Ouais, bien sûr. pour finir le combat. Et ça développe des qualités mentales et ça, oui, bien sûr que tu progresses beaucoup plus vite quand tu es capable de faire de la compétition dans ce domaine. Je Mais comprends. sans faire de compétition, tu progresseras vite aussi, mais moins vite. Ouais, c'est pas les mêmes choses, quoi. Non. Et puis ça s'adresse pas aux mêmes personnes aussi. Hein. Bien sûr. Ouais. Et puis l'entraînement, je veux dire, quand tu fais de la compétition, tu vas pas une fois par semaine à l'entraînement. Non, Ouais, bien c'est sûr. un entraînement qui est très Ouais, bien sûr. exigeant. C'est Ouais. un entraînement qui est très exigeant, alors que des résultats en s'entraînant, par exemple, à donner des coups qui font très mal, aux endroits qui font très mal, on peut en avoir également. Bien sûr. Mm. Ok. Enfin, une question qui n'a rien à voir du tout. Quelle discipline vous conseilleriez à un enfant? Alors, j'entends enfant peut-être jusqu'à 14 ans, je pense, par là. Ouais, peut-être ouais, 13 ans, non? Ouais, Ouais, bon, pas trop vieux, quoi. Bah, c'est tout. Alors voilà, c'est pareil, tu sais, tout. Ouais, non, je sais que les clubs de judo aujourd'hui, ils prennent à partir de 4 ans, tu vois, Mhm. par exemple. Les cours, je sais qu'il y a des cours dans jiu-jitsu brésilien, c'est pareil. Toute discipline est bonne à enseigner, même à un enfant. Le tout, c'est que l'enseignant doit adapter son enseignement. Donc, en fin de Bien compte, sûr. nous, je sais quand moi j'ai passé mes diplômes en boxe pour enseigner, en fin de compte, on fait tout faire aux enfants sauf de la boxe. Mais par contre, on leur fait travailler les déplacements de la boxe, on leur fait travailler la motricité, l'œil, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'œil, c'est apprendre à regarder, à observer le partenaire, comment il bouge, etc. Bien sûr. Donc en fin de compte, sous forme de jeu, tu peux tout enseigner à un enfant. Et puis un jour, tu verras que ce que tu lui as enseigné et qui était tout sauf de la boxe, le jour où tu mets des gants, tout va repartir très naturellement. Et tu regardes, il y a pas mal de vidéos qui tournent en JJB notamment, tu vois des minots, ils envoient des trucs, c'est extraordinaire. Ouais. Mais le prof, il est pas arrivé en lui disant tiens, mets-toi au sol, je vais te montrer comment on fait un juji, mais j'ai 4 ans, mais c'est pas grave, fais. Non, c'est pas ça. Il lui amène plein de techniques, il y a plein de petites façons de faire pour justement amener l'enfant à comprendre la mobilité. Ouais, Comment ok. je me dépositionne, tu vois, par des jeux. Donc, en jiu-jitsu brésilien. Pourquoi, Karl, on peut pas faire de boxe? Les enfants peuvent pas faire de boxe? Parce que moi, justement, j'aurais conseillé de faire de la boxe type boxe, Si, ils boxe peuvent faire de la anglaise. boxe. Après, Ouais. après les tout petits, ils ont, en termes de motricité, c'est pas extraordinaire, tu vois. Nous, je pense que on commence à mettre des gants à partir de 6 ans, 7 ans, et très léger, quoi. Mais Ok. après, c'est plus une question de motricité. Il y a des enfants qui vont percuter très vite, d'autres moins vite. Mais
le but c'est que ce soit pas un pugilat, tu vois. Mais maintenant, je te dis ça, là, tu vas en Thaïlande, ils boxent Ouais, c'est un 4 ans, autre ils univers, arrivent. quoi. Ouais, mais ça veut dire que c'est pas l'âge qui détermine, c'est Oui, ça veut dire qu'on pourrait le Bien faire, sûr. mais dans notre société, c'est pas très bien vu, quoi. exactement. Tu parles de boxe d'enfants en France, les gens ils crient, ils poussent des Ah bah cris. oui, oui. Ouais, Là-bas, bien c'est sûr. Bourreau culturel, d'enfants. c'est pas la même chose, hein. Tu vois, ouais, c'est une question de culture. Mais je veux dire, c'est sur l'aspect physique. Un enfant, tu peux lui apprendre n'importe quoi, c'est des éponges. Donc Ouais. là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je sais qu'en France, voilà, on va dire que tu as des disciplines qui sont super bien. Bah, le judo, hein, qui permet d'apprendre à se réceptionner, à rouler au sol. Voilà, il y a des super. La gymnastique, c'est un super, un super sport. Ça n'a rien à voir avec le monde des arts martiaux et des sports de combat, mais n'empêche qu'un bon gymnaste, un enfant qui a une bonne base en gymnastique, eh ben, il maîtrise son corps, maîtrise son corps dans l'espace. Donc le jour où il vient aux arts martiaux, bah, il a un plus. Ah, il aura C'est plus un de par- chances de faire le coup-pied de Bruce Lee, lui. Exactement, tu vois. Et, ou la rondade ou le machin ou le truc. Non, Ouais. mais donc voilà, les enfants, il y a pas de souci. Maintenant, c'est qui propose quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, les plus à même de dispenser des cours aux enfants, je sais qu'il y a beaucoup judo, karaté, ils prennent aussi maintenant à partir de 5 ans, je crois. Hmm. Et puis en boxe, chez nous, on les prend à partir de 5-6 ans. Ouais, ok. Ça marche. J'en ai terminé avec mes questions. Je vais finir sur celle-ci. Est-ce que chacun, vous pourriez me donner une bonne raison de commencer la self-défense? Alors, je reprécise pour les gens qui nous écoutent, je ne fais aucun sport de combat ni self-défense. Donc c'est moi que vous essayez de convaincre. Une bonne raison pour commencer la self ou les sports de combat? Les deux. Non, je dirais la Non, self-défense parce que self. là, nous, on est plus... disons qu'on est plus là-dedans. Ouais. Vas-y, je te laisse, Karl. Mais je sais Ouais, déjà ce que je veux dire là, à Clément. là, je suis en réflexion là, tu vois. Du coup, Bon, bah alors, tu vois, je peux. Clément, t'en as pas marre de baisser la tête quand tu te balades dans la rue? Ok, c'est la meilleure raison. ah ouais, Non, c'est et aussi, c'est vrai que regarde, toi, t'as une petite fille, par exemple. Si jamais tu te faisais embêter, et il y avait ta fille à côté, etc., qu'est-ce que tu ferais, tu vois, par exemple? Comment Non, tu réagirais? bien sûr, ouais. Bah, c'est une question. Auquel j'aurais réponse en venant dans tes cours, c'est ça que tu dis. c'est plus complexe que ça, hein, parce que t'as l'instinct de survie qui se met en place et quand t'as un Oui, de tes mais proches bon, qui est à c'est côté, des choses, je pense que c'est c'est compliqué. s'interroger Mais sur après- ce genre de choses. Tu vois? Après, souvent, S'interroger. souvent, tu vois, à la limite, tu me poseras la question sur les sports de combat, j'aurais peut-être plus de raisons. Sur la self, c'est compliqué parce que beaucoup des gens qui viennent à la self-défense, c'est pour une raison simple, c'est que ils ont pris conscience, alors à travers une agression qu'ils ont vécue, ou ils ont pris conscience à travers une agression que l'un de leurs proches a vécue, que le monde était vachement moins sympa qu'il n'y paraît, Bien sûr. et qu'à partir de là, ils avaient décidé de se préparer à se défendre. Donc bien souvent, la meilleure des raisons que les gens ont, je te donne pas la mienne, hein, je te dis la meilleure des raisons que les gens ont, c'est ça. C'est Bien sûr. je veux apprendre à me défendre parce que je m'aperçois que tout compte fait, le monde est pas si rose que ça. Je veux me Maintenant, préparer moi, à en une tant que- hypothétique ouais. agression. Ouais, voilà. Moi, je sais Mais ce c'est compliqué, qui, ce qui me freinerait et ce qui... J'ai fait du judo quand j'étais petit et j'en garde vraiment un très mauvais souvenir, de par le kimono déjà et l'aspect très cadré de la chose. Et je pense que si je devais choisir justement entre commencer quelque chose, j'irais plutôt naturellement vers quelque chose comme les arts martiaux parce que je sais qu'il y aurait moins de règles. Et le judo, c'est un art martial, attention. Ouais, C'est un art alors martial. j'irais plutôt vers quelque chose où il y a moins de règles dans ce cas-là. Je reformule. Ouais, mais alors si tu veux, après, le débat, on va y passer la nuit, hein, je te le dis tout de suite, non, mais les arts martiaux traditionnels japonais vont avec la culture japonaise, c'est pas une Ouais. culture Oui, mais, d'asiatique. oui, mais Les là, Japonais, Karl, c'est pas des Philippins ou des Indonésiens, tu vois, c'est des gens qui sont très carrés, etc. Mm. Donc forcément, dans leur enseignement, tu retrouves cette culture-là. Je t'ai dit, nous, on est des Européens, donc pourtant j'en ai croisé des Européens qui étaient plus japonais qu'un japonais, hein. Mais voilà, après ça c'est normal. Mais maintenant, par exemple, si tu veux retrouver du sol à travers le judo, mais que tu t'y retrouves pas dans la politique très stricte du judo, ben moi je te conseillerais d'aller faire du jiu-jitsu brésilien, parce que c'est vachement plus grappling. entre guillemets. Non, le brésilien, t'as du kimono, le grappling c'est sans kimono, mais à la Lui, il limite, aime pas le kimono. vaut mieux faire. Karl, il aime pas le kimono. Ouais, Clément. il aime pas les kimonos. Mais tu sais, ce que tu apprends avec un kim, tu peux le faire sans kim et inversement. Bien sûr. Donc c'est pas un souci. L'aspect brésilien est plus, on va dire que tu as plus de techniques possibles avec un kimono qu'en t-shirt short. Mais Ouais, voilà, ok. notamment si tu viens sur le principe des enfants, tu vois. Mais c'est vrai qu'un enfant, si tu veux un truc un peu plus ludique, je pense que le judo actuel, ça serait de faire du jiu-jitsu brésilien. L'enseignement brésilien, ça va aussi un peu avec le pays. Où t'as bien vu, voilà, le pays,
voilà, le Brésil, quoi. Donc C'est ça ça. va avec l'état d'esprit, c'est plus fun, c'est plus voilà. Il y a la capoeira, on en a pas parlé, mais tu vois, dans les C'est disciplines à vrai. enseigner aux enfants, il y a la capoeira, c'est super sympa, c'est dansant, ça développe des qualités athlétiques énormes. Mhm. Voilà, il y a tout un tas aujourd'hui, c'est ça qui est génial dans notre Mais là, pays, là, c'est que ces tu vas deux-là, tu peux retrouver pas les. plein de disciplines. On Tu peut vois, choisir Karl, plein de trucs, autant, quoi. ces deux-là, tu peux ouais, pas c'est ça. les conseiller pour quelqu'un qui aurait envie d'apprendre à se défendre. Là, c'est plus pour à faire une discipline euh, un peu exotique où tu vas apprendre des mouvements un peu exotiques, mais où tu cherches pas forcément à te préparer à une éventuelle agression. Bah ouais, et en même temps, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que pour moi, quelle que soit la discipline que tu vas pratiquer, ça va être tu vas acquérir des choses, des automatismes. Je pense que un judoka ou un taekwondoïste ou un capoeiriste, eh ben il va choper des automatismes. Et puis dans phase d'agression, bah écoute, moi je mets pas une bille sur qui que ce soit. Le mec qui fait de la self-défense depuis 10 ans, il peut-être se prendre une branlée parce que rien ne sortira. Alors que le mec qui a fait de la capoeira, il va te balancer un coup de pompe de tombe Oui, et qui va non, mais c'est sécher le vrai mec. qu'il Pourquoi, y a un comment, j'en truc sais l'autre. rien. Mais si tu veux, la self, c'est ça en fin de compte. C'est qu'il y a Ouais, mais tu vois, vraiment un côté. ce que tu dis, c'est parce qu'il y a aussi autre chose à prendre en compte, il y a aussi la personne, le pratiquant. Exactement. Euh, et c'est vrai que certaines personnes vont être très instinctives, et même sans pratiquer un art martial. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand même, si tu pratiques un art martial, je veux dire réaliste de self-défense, hein, comme ceux qu'on a cités, tu as quand même plus de chances de s'en sortir, parce que tu travailles des réflexes euh, qui sont faits pour des situations dangereuses, tu vois, ou des situations de stress, ou des situations tendues. Ouais. Après, moi, je reviens sur mon côté pro, où pour avoir vécu quand même pas mal de situations pro, où, dans des agressions de rue, on s'aperçoit que très rapidement, les gestuels millimétrés que l'on va trouver sur le dojo ou sur le tatami ou même sur le ring fonctionnent pas. Parce que du coup, dans la rue, c'est complètement différent. Ça ressemble à rien, c'est vilain. Alors, on a des styles aujourd'hui qui existent, qui commencent à Alors, ouais, être enfin, ça connus. fonctionne pas, c'est pas C'est ça, ce c'est qu'ils que appellent, tu sais, les trucs où tu vois le street machin, où c'est vilain, c'est pas propre, mais c'est la vraie vie, quoi. non, mais c'est C'est clair, non, dehors. mais ça fonctionne pas de la même manière. Mais bon, moi aussi j'ai vécu certaines choses, et quand une rafale de coups de poing part, quand on s'est donné des coups de poing, tu vois, il y a quand même plus de chances que quand tu vas donner des coups de poing en partant de 3 km et où ils n'atteignent jamais l'objectif, tu vois. Il y a quand Ouais, même ouais. l'entraînement, on peut pas dire que l'entraînement ne sert à rien, et que si tu t'entraînes suffisamment, tu vas avoir des réflexes et tu as quand même plus de chances de t'en sortir que quelqu'un qui a, je veux dire, un mental identique, tu vois, que quelqu'un qui s'entraîne pas. Ah oui, un mental identique, ouais. Mais ouais, bien sûr, non, mais l'entraînement est là pour ça, je dis pas. Justement, c'est ce Ok. qui est intéressant dans l'entraînement, c'est Non, parce que que je voudrais pas que ça décourage les gens, tu vois, en disant oui, on va comment dire, dans un club, mais finalement, le jour où on a une agression, il n'y a rien qui sort et tout, ce qui n'est pas forcément vrai. Alors, c'est possible, hein, parce qu'on ne garantit rien, mais bon, si on s'entraîne de manière assidue, et surtout s'il y a des exercices spécifiques de confrontation, un peu comme, tu sais, les gens qui vont faire des compétitions, mais que tu as régulièrement des confrontations, etc., tu as quand même plus de chances de garder ton sang-froid et d'être capable de restituer certaines choses. oui, non, mais c'est tout l'intérêt de s'inscrire dans un club et d'aller s'entraîner. C'est Voilà, que c'est ça ça. te permet d'améliorer tes qualités et d'acquérir des techniques et des automatismes. Je dis Voilà. juste que voilà, faut être réaliste aussi dans notre pratique et savoir que la rue c'est particulier et C'est clair. que une agression engendre tellement de choses derrière que on ne sait jamais vraiment comment on va réagir. Et Mais que c'est ça. ouais, tu as certainement testé, mais moi ça m'est arrivé plus d'une fois sur des agressions, enfin, en tout cas sur des situations, d'utiliser une technique et me dire, bon, laisse tomber, celle-là, elle marchera jamais. Et parce que je l'ai placée et puis elle n'a pas fonctionné. Donc, du coup, c'est aussi le côté concret des choses, c'est se dire, bah, tiens, on m'a enseigné ça, on me l'a vendu, on m'a dit, ouais, c'est super bien, ça marche super et tout. Puis en fin de compte, bah, dans la situation, bah, non, le type, il a pas de coup, il glisse, bah, tu vois, toi, tu pars en disant, c'est bon, je vais faire le truc, puis bah, Mm. non, ça marche pas, quoi. Donc, Ouais. D'où l'intérêt de la l'intérêt technique et de l'entraînement, c'est d'avoir plein de techniques à disposition. Et voilà, pour ça, c'est il faut ça. s'entraîner. Si tu passes ta vie en disant je peux faire qu'un truc, ça va pas marcher. Bien Donc, sûr. ça va rebondir. Mais ça, c'est l'entraînement. Mais bien sûr qu'il C'est faut ça. s'entraîner. Bien sûr qu'il faut aller dans des clubs. Bien sûr que. D'accord. Mais je dis juste que la rue, c'est quand même très particulier. Ah, c'est sûr. Ça, c'est certain. Bon, bah voilà, messieurs. Ouais. Karl, où est-ce qu'on peut te retrouver du coup?
Écoute Clément, nous le club est basé à Vertou, Mixed Fighting Spirit, c'est un club qui enseigne, je disais, le MMA, et puis on retrouve plusieurs disciplines, penchaxilade, kali, voilà, c'est un mix de tout ça, hein. C'est un peu du grappling. On a plusieurs profs qui enseignent, qui ont tous des bases différentes. Il y en a un qui vient du Kwankido, un qui vient du JB, un qui vient du judo. Enfin voilà, donc du coup, on a fait un petit mix de tout ça, et puis on s'entraîne donc sur Vertou, mix fighting. Ok, c'est 4 jours? Lundi soir et jeudi soir pour les adultes, et le mercredi après-midi pour les adolescents. D'accord, super. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Je pense qu'on a discuté de plein de choses Merci à vous intéressantes. pour l'invitation, les gars. Merci Karl. Merci Johan. Voilà. Allez, bonne soirée à tous les deux. Vous avez des questions ou des réactions suite à l'écoute de ce podcast, le champ commentaire est là pour ça. Vous pouvez aussi nous envoyer un email à l'adresse bonjour@selfdefensenantes.com. Si vous habitez Nantes et que vous voulez faire un cours avec Karl, vous trouverez toutes les informations le concernant dans la description. Et si vous souhaitez pratiquer la self-défense et le Wing Chun, rendez-vous sur notre site internet selfdefensenantes.com. J'espère que ce podcast vous aura motivé à commencer un sport de combat ou un art martial. J'attends vos retours dans les commentaires et un petit like ou un partage si vous souhaitez nous soutenir dans cette démarche. Je serai de retour en septembre avec un nouvel épisode consacré à Ip Man. En attendant, vous pourrez retrouver tous nos podcasts sur notre chaîne YouTube ou sur le site internet. À bientôt pour un nouveau podcast de selfdefensenantes.com.